Juin 2025. Israël lance une opération militaire d'ampleur pour freiner le programme nucléaire iranien. Pour la première fois, j'étais réellement inquiet. L'Iran était sur le point d'arriver vers la bombe. À partir du moment où ils possèdent l'arme nucléaire, nous devons nous demander est-ce qu'ils vont l'utiliser ou non. C'est une zone d'incertitude qu'Israël veut éviter. Des opérations clandestines, préparées depuis des années, sont déclenchées. Le lancement de la guerre en juin a commencé par l'infiltration d'agents du Mossad à l'intérieur de l'Iran. J'ai appelé le directeur du Mossad et je lui ai demandé de me montrer ce qu'il avait accompli depuis mon départ. J'étais fasciné. Ce que vous avez réalisé dépasse mon imagination et ce que vous préparez est encore plus impressionnant. Le secret, c'est la communication. Pénétrer les lignes de communication de l'ennemi. Le cessez-le-feu entre les deux pays n'a rien réglé et un nouvel affrontement se profile. S'ils vont jusqu'à la bombe, il y aura une question difficile. Allons-nous attaquer à nouveau? Retour sur cette guerre secrète, devenue guerre ouverte. En plein cœur de la nuit, Téhéran brûle. Une caméra de vidéosurveillance filme le moment de cet impact. Le quartier des gardiens de la Révolution et le siège des renseignements iraniens sont ciblés. L'opération Rising Lion vient de démarrer. Quelques minutes plus tard, ce sont 200 avions de chasse israéliens, des F-35, qui vont pilonner, attaquer le programme atomique iranien. Natanz, le deuxième site nucléaire le plus important, est touché. Voici une photo avant et après les bombardements. Dans le même temps, Arak, Ispahan, Kermanshah et Tabriz, des bases militaires, des aéroports, des usines de missiles balistiques. Et enfin, des résidences de hauts responsables et des scientifiques du programme nucléaire. Des frappes ciblées, appartement par appartement, à Téhéran. C'était donc les agents au sol qui ont commencé à lancer ce qu'il faut lancer, même dans les chambres à coucher des dirigeants, les top 4 du régime iranien. Je peux maintenant confirmer que des personnalités de haut rang du régime iranien ont été éliminées lors de frappes. Le chef d'état-major iranien, le commandant des gardiens de la Révolution et le chef du commandement des opérations d'urgence. Parmi eux, le chef de l'armée de l'air des gardiens de la Révolution et tout son état-major, suivi et donc piégé par les Israéliens. Il y avait de très nombreux avertissements. C'était avertissement après avertissement. Ils venaient d'experts sur l'Iran, d'experts à Washington, d'experts en Europe, qui affirmaient que si Israël attaquait l'Iran, ce serait la Troisième Guerre mondiale, une guerre régionale, une vague de terrorisme dans tout le Moyen-Orient, la fermeture du détroit d'Ormuz, le pétrole à 500 $ le baril. Surprise, les Iraniens ne sont pas invincibles. Parfois on surestime son ennemi, parfois on le sous-estime. Ce sont deux erreurs. Essayez d'éviter les deux. Le bâtiment où nous vivons a explosé. Est-ce qu'il a été touché par un missile? Je ne sais pas ce qui est arrivé aux voisins. « 80 personnes auraient été tuées, de l'armée aux hauts dignitaires du régime. Je dis souvent qu'il frappe la tête,
il frappe les membres. Les membres, ce sont tous les porteurs de missiles, tous les systèmes de missiles, les systèmes de radar. Il tape le cœur assez vite. Le cœur, c'est le cœur nucléaire. Donc, des différents objectifs dédiés au nucléaire militaire. Et puis, quelques jours plus tard, il frappe au portefeuille, c'est-à-dire tout ce qui touche l'exploitation du gaz et du pétrole iranien. Un plan de frappe précis. Israël a mis les moyens. Des mois de préparation et un travail en profondeur encore plus long. L'idée que les Israéliens vont frapper massivement en Iran, et particulièrement le programme nucléaire iranien, c'est très, très ancien. Netanyahou, c'est son obsession depuis 20 ans. Donc là, il s'est dit, j'ai les éléments. Je pense que ça fait 8 mois, 10 mois, 12 mois que cette opération est prête. Ça ne veut pas dire qu'elle allait obligatoirement se dérouler, mais ça fait partie du job de toutes les armées d'avoir des planifications. Mais en plus, pour l'Iran, je pense que ça fait 20 ans qu'il y a des dossiers d'objectifs sur les centres dédiés au nucléaire, les systèmes de missiles, les systèmes de défense antiaérienne, etc. Tout ça est renseigné depuis des années. Au cœur du dispositif, le Mossad, le service de renseignement extérieur. Des centaines de personnes, dont une unité spéciale composée d'Iraniens, des agents dormants, des agents doubles, qui ont opéré à l'intérieur même de l'Iran et ont étudié tous les faits et gestes des cibles. Nous avons en Israël l'avantage d'avoir des juifs qui viennent du monde entier, et donc des juifs d'origine iranienne qui ont parlé le perse à la maison comme langue maternelle avec leurs parents ou leurs grands-parents, qui est donc plus aisé d'infiltrer à l'intérieur de l'Iran. Il y a quand même suffisamment de mécontents, de gens que vous pouvez recruter sur place qui sont hostiles au régime. Et puis il y a une dimension, je vais dire, tout simplement géographique, c'est-à-dire que l'Iran, c'est un pays immense, et dont vous pouvez physiquement, c'est très important, pouvoir vous infiltrer très facilement dans le pays par le Kurdistan, voire même, il faut être contourné par l'Afghanistan. Enfin voilà, c'est assez facile de s'infiltrer dans le territoire. Ce groupe d'agents du Mossad commence sa mission quelques heures avant les premières frappes. Fait rarissime, le Mossad diffuse une vidéo où l'on voit ses agents en train d'opérer en Iran. Ils ont parfois été recrutés des années auparavant. Cette nuit-là, leur rôle est crucial. Éliminer les batteries de défense aérienne à l'aide de roquettes et de drones. Briefé sur l'opération, l'un des meilleurs spécialistes du renseignement israélien nous en révèle certains détails. La première nuit, ils étaient environ 70. Ils étaient répartis en petites équipes de 4 ou 5 personnes, soit environ 14 équipes au total. Certains se trouvaient déjà en Iran, en attente de l'ordre de démarrer l'opération. D'autres ont été infiltrés une nuit auparavant, voire le jour même. Ils avaient déjà des entrepôts préparés à l'avance, où se trouvait le matériel, principalement des roquettes. Et une fois l'ordre reçu, ils se sont déployés autour de leur cible. La plupart se situaient autour de Téhéran, mais pas uniquement, et tous étaient parfaitement entraînés. L'armement de ces agents a été introduit clandestinement en Iran par d'autres membres du Mossad, bien avant que l'opération Rising Lion ne soit planifiée. Les pièces métalliques, les drones, les missiles, les véhicules ont été introduits en contrebande, démontés puis réassemblés en Iran. Une partie est entrée par voie maritime, une autre par les frontières terrestres. L'Iran possède plus de 1500 kilomètres de frontières. La contrebande fait partie du quotidien. Il a donc été assez facile pour le Mossad de faire passer du matériel, soit par les frontières, soit sous forme de fret officiel.
Ensuite, il fallait stocker tout cela dans des entrepôts, des boutiques. Cette accumulation d'équipements a pris de très nombreuses années. En juin 2025, la quasi-totalité des agents déployés par le Mossad sont des Iraniens. Yossi Melman évoque un profil particulier parmi ceux qui participent à l'opération cette nuit-là. Son parcours raconte pourquoi le Mossad parvient depuis des années à recruter autant de sources et d'agents de terrain en Iran. C'était un étudiant. Un jour, il a été arrêté par les Bassidji, la milice brutale des gardiens de la Révolution. Il a été battu, électrocuté, torturé. Et puis lorsqu'il a été libéré, quelques jours plus tard, avec d'autres étudiants, il était rempli de rage et de colère. Et par l'intermédiaire de proches, un contact a été établi avec une unité du Mossad chargée de recruter des Iraniens et d'autres nationalités aussi. La répression est une constante de la République islamique. Chaque mouvement de protestation est réprimé dans le sang. Pour Israël, la violence du régime des mollahs crée de nombreuses opportunités opérationnelles. Dès le début de son existence, l'État hébreu a mis le renseignement et les assassinats ciblés au cœur de sa politique de défense. Au fil des décennies, Israël a mené un nombre incalculable d'opérations secrètes. Le Mossad est passé maître dans l'art de pénétrer les réseaux de communication ennemis. Le plus souvent, ces opérations ne sont pas revendiquées par Israël, mais l'une d'elles va avoir un retentissement mondial. Beyrouth, 17 septembre 2024, 15h30. L'opération clandestine la plus audacieuse du Mossad est lancée. Elle va bouleverser les rapports de force dans la région. Une vibration indique l'arrivée d'un message sur le beeper placé dans la poche de cet homme. Tout de suite, l'appareil explose. La scène se reproduit partout au Liban, plus exactement dans tous les fiefs du Hezbollah. La banlieue sud de Beyrouth, la plaine de la Bekaa, ainsi que le sud du pays sont frappés par une série d'explosions. Les hôpitaux sont pris d'assaut. Les blessés qui arrivent par centaines présentent tous le même type de blessures. Elles sont concentrées au niveau des yeux, des mains et du ventre. C'était si intelligent qu'il fallait les deux mains pour activer les beepers. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les deux mains soient touchées. L'immense majorité des victimes sont des membres du Hezbollah libanais, alliés de l'Iran et ennemis jurés d'Israël. Tous équipés de beepers, leur moyen de communication s'est transformé en arme et s'est retourné contre eux. L'opération Pagers a été un succès. J'ai trouvé ça brillant. On a fait des opérations similaires, certaines dont on ne peut toujours pas parler, mais quelque chose d'aussi gros, je crois que c'est la première fois. L'attaque fait 39 morts et plus de 3400 blessés. De la planification jusqu'aux détonations, ce piège de masse a nécessité plusieurs années de préparation. Nous avons pu nous entretenir avec un ancien Premier ministre israélien, un ancien directeur du Mossad, avec des officiers qui ont servi au Shin Bet, le renseignement intérieur, ainsi qu'avec des spécialistes du renseignement. Leur parole est rare, ils reviennent sur le retour massif des éliminations ciblées et sur leur efficacité à long terme. L'opération Beeper laisse le Hezbollah et ses alliés sous le choc. Elle porte la marque du Mossad, les services de renseignement extérieur israéliens. Comment le Mossad a-t-il pu infiltrer la chaîne d'approvisionnement du Hezbollah? Première étape, s'appuyer sur une infrastructure, c'est-à-dire sur plusieurs entreprises réelles, créées de très longue date par le Mossad.
Parfois, vous préparez une opération et vous n'utilisez rien jusqu'au moment où les dirigeants pensent que cela est nécessaire, à un moment précis. Parfois, il faut des années simplement pour mettre en place une opportunité, pour la mettre, comme on dit, dans l'armoire, pour qu'elle soit prête et pour l'utiliser au moment approprié. Ça a pris 10 ans de travail, parce que dans une telle opération, l'opération Beeper ou n'importe quelle autre, il faut du renseignement humain. Mais pour vendre de l'équipement à la partie ennemie, vous devez créer des sociétés de façade, des sociétés écrans. Mais je pense que c'est un mauvais terme, parce que ces sociétés n'existent pas uniquement sur le papier. Ce sont des vraies entreprises. Parce que pour persuader l'ennemi que vous leur vendez un équipement authentique, vous devez aussi le vendre à d'autres clients. Parce que l'ennemi va dire « Ok, on est prêt à faire du business avec vous, mais montrez-nous des lettres de recommandation. » Alors vous avez besoin de montrer ces lettres de recommandation. Problème, le modèle de beeper destiné à être rempli d'explosifs n'existe pas sur le marché. Il s'agit du modèle AR924 et sa batterie au lithium qui affiche une autonomie de 85 jours. Grâce à ces sociétés écrans, le Mossad va donc créer une légende, c'est-à-dire une histoire et un passé à son modèle de beeper. Ceci est une vidéo de promotion mise en ligne par une des sociétés écrans du Mossad. Pour rendre son modèle de beeper encore plus légitime, les sociétés écrans du Mossad obtiennent une licence d'une entreprise taïwanaise, Gold Apollo, spécialisée dans la vente de beepers depuis 20 ans. Après les explosions, son PDG réalise qu'il a été piégé. Ce produit ne vient pas d'Apollo, mais j'ai autorisé sa commercialisation sous notre licence de marque. Le Hezbollah achète les beepers. Il passe au scanner, mais le groupe ne détecte pas la charge explosive insérée dans la batterie. Comment le Mossad a convaincu l'acheteur du Hezbollah de s'orienter vers ce modèle ? La réponse semble assez simple. On va vous faire un bon prix. On sera meilleur que nos concurrents. Et puis aussi, j'imagine que le Hezbollah est une organisation très corrompue, donc l'intermédiaire et peut-être d'autres membres du Hezbollah prennent également leur commission. Quand quelqu'un vous fait une trop belle offre, n'achetez pas, achetez plus cher et soyez plus en sécurité. Parce que si vous réussissez à infiltrer la chaîne d'approvisionnement quelque part, à mettre un cheval de Troie quelque part, eh bien cela va affecter et infecter l'ensemble du système. C'est un double revers pour le Hezbollah. Si le groupe a fait le choix de s'équiper de beepers, c'est qu'il estimait que le renseignement israélien infiltrait trop facilement les téléphones portables. Le message envoyé est très fort. Même si vous choisissez de remplacer vos moyens de communication par un moyen très ancien, je ne sais pas moi, des pigeons voyageurs ou des signaux de fumée, il y aura tout de même des moyens de vous trouver. L'opération Beeper sème la panique dans les rangs du Hezbollah. Mais le coup le plus sévère arrive 10 jours plus tard. Une frappe israélienne élimine le leader historique du mouvement chiite, Hassan Nasrallah, en plein Beyrouth. Il se trouve alors en sous-sol, dans ce quartier, en réunion de commandement. Jusqu'au dernier moment, Hassan Nasrallah reste persuadé que les Israéliens n'oseront pas l'assassiner. Nasrallah n'était pas juste un chef comme les autres. Nasrallah était une figure au Moyen-Orient ces 20 dernières années. Par ailleurs, il est devenu leader après l'assassinat de son prédécesseur, le précédent commandant du Hezbollah, Moussaoui. Ce qui amène parfois à se demander si c'est toujours sage d'éliminer les commandants ennemis.
Car un commandant faible est parfois une meilleure option. Mais Nasrallah est vraiment le personnage qui a dominé tout le paysage entre nous et le Liban ces 20 dernières années. Et le fait qu'il soit mort alors qu'il était le plus protégé, cela a vraiment semé la peur chez les commandants du Hezbollah. Personne ne voulait prendre la place de commandant car ils savaient qu'ils pourraient être les prochains. La victoire à la fin n'arrive pas quand tous les soldats du camp ennemi sont morts, mais quand ils perdent l'envie de se battre. Même après l'annonce de la mort d'Hassan Nasrallah, ses partisans ont du mal à y croire. Sur cette photo fournie par l'armée israélienne, on voit le Premier ministre Benjamin Netanyahou donner l'ordre de la frappe. Si la décision politique a été rapide, au moins 2 décennies ont été nécessaires au Mossad et à l'armée israélienne pour arriver à mettre le Hezbollah sous surveillance quasi totale. L'année clé, c'est 2006 et la seconde guerre du Liban. 33 jours de guerre entre Israël et le Hezbollah qui aboutissent au retrait des troupes israéliennes. Un camouflet pour l'État hébreu. Après cela, l'intégralité de l'establishment israélien, le militaire et la défense, Mossad inclus, se sont vraiment assis autour d'une table. Il y a eu une prise de conscience et depuis 2006, l'État d'Israël, l'intégralité de son appareil sécuritaire ont été concentrés sur le fait d'obtenir du renseignement sur le Hezbollah. Ce qu'Israël a fait au cours des années, je dirais d'une manière frénétique, une vraie détermination, c'est de recueillir des renseignements sur tous les composants majeurs du Hezbollah. Sa logistique, sa chaîne d'approvisionnement, la localisation de ses postes de commandement et de contrôle, les noms, la localisation et l'environnement social de ses commandants, de toute la chaîne de commandement. Un homme se souvient très bien de la montée en puissance du Mossad sur le Hezbollah après la seconde guerre du Liban. Et pour cause, à cette époque, Ehud Olmert est le Premier ministre israélien. L'ennemi numéro 1 dans le viseur du renseignement s'appelle alors Imad Mughniyeh. Il est le chef de l'appareil militaire du Hezbollah. Longtemps surnommé l'homme sans visage pour sa capacité à vivre en clandestinité, il a organisé de multiples prises d'otages et attentats. 1983, le camion piégé qui cible le QG des Marines américains à Beyrouth, c'est lui. 243 morts. Le même jour, l'attentat du Drakkar, nom de l'immeuble où était installé un contingent français sous mandat de l'ONU, c'est encore lui. 58 parachutistes français sont tués. Imad Mughniyeh est assassiné en 2008 à Damas, en Syrie. Une bombe est placée dans la voiture où il circule. Tout de suite, la CIA et le Mossad sont pointés du doigt, mais à l'époque, Israël nie vigoureusement toute implication dans sa mort. Aujourd'hui, face à notre caméra, Ehud Olmert reconnaît que c'est bien lui qui a personnellement approuvé son élimination. C'est la première fois que je l'admets, nous l'avons ciblé. Et je crois que c'était le plus significatif, le plus important des ciblages et le plus efficace qui ait eu lieu pendant des années et des années. Il était un tueur de la pire espèce et il ne méritait rien d'autre que d'être éliminé. Il était le directeur de l'appareil militaire du Hezbollah et le résultat de son élimination est que pendant des années, le Hezbollah n'a pas été capable de développer à nouveau la puissance militaire dont le groupe disposait lorsqu'il était le commandant. Et pendant 17 ans, le Hezbollah a été complètement dissuadé. Ils n'ont pas tiré une seule fois depuis leur côté de la frontière. Bien sûr, ils avaient toujours Nasrallah, mais un commandement militaire disposant de l'efficacité, efficacité relative, qui était celle du Hezbollah en tant que puissance militaire, était principalement due aux capacités exceptionnelles d'Imad Mughniyeh.
2 décennies plus tard, le Hezbollah se retrouve une nouvelle fois affaibli, même s'il est encore bien présent. En ciblant les cadres du mouvement chiite, le renseignement israélien porte des coups sévères à l'ennemi juré d'Israël, le régime iranien. Et à Téhéran, il y a de quoi s'alarmer. Le Hezbollah était au cœur du système de sécurité mis en place par l'Iran. C'est le Hezbollah qui est allé soutenir Bachar el-Assad et sauver Bachar el-Assad pendant la guerre en Syrie. C'est le Hezbollah que l'Iran envoyait en Irak ou chez les Houthis au Yémen pour les entraîner, pour leur dire comment utiliser le matériel, l'assembler. Donc le Hezbollah était très connecté à l'Iran, pas seulement idéologiquement, mais opérationnellement. Ce que l'Iran a toujours espéré, la raison pour laquelle l'Iran a équipé les milices, c'était pour éviter une guerre sur le sol iranien. Et il s'avère que tout ce concept de soutien des milices a été un échec. Et je ne sais pas s'ils ont une stratégie pour remplacer ça. Depuis le 7 octobre et le séisme de l'attaque terroriste inédite du Hamas en Israël, l'État hébreu anéantit tous les cadres de cet axe de la résistance construit par l'Iran année après année. Et ce, jusqu'au cœur du territoire iranien. Le 31 juillet 2024, c'est Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, qui est assassiné à Téhéran. On le voit ici se réjouir, puis prier en regardant en direct les images de l'attaque du 7 octobre. Ismaël Haniyeh vit en exil au Qatar. S'il a fait le voyage jusqu'à Téhéran ce jour de juillet, c'est qu'il assiste à l'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian, élu 3 semaines plus tôt. La vraie question n'était pas de tuer Haniyeh ou non, mais plutôt où et quand. Alors, comme Israël ne souhaitait pas l'exécuter sur le sol qatari, et pas non plus en Turquie, où il voyageait régulièrement, la seule option était Téhéran, puisqu'il se rendait fréquemment là-bas. On dispose d'une capacité industrielle à fournir des cibles, une capacité très avancée, sophistiquée et efficace. Nous savions comment atteindre Nasrallah lorsqu'il se trouvait dans son bunker, et comment atteindre Ismaël Haniyeh quand il était en visite à Téhéran. Notre capacité à fournir des cibles en temps réel, j'insiste sur le temps réel, est selon moi sans équivalent dans le monde. Le Mossad sait non seulement qu'Ismaël Haniyeh est en Iran, mais le renseignement israélien sait aussi où il va passer la nuit. Une maison d'hôtes qui appartient aux gardiens de la Révolution, le corps d'élite du régime iranien. Les chambres sont destinées à accueillir les hauts dignitaires nationaux et étrangers. Lorsqu'Ismaël Haniyeh arrive sur place, le Mossad a déjà piégé l'immeuble. Il a été tué par une bombe. Donc quelqu'un a dû arriver en Iran, à Téhéran, transporter la bombe, et généralement ce genre de bombe est démontée, puis réassemblée. Donc peut-être que plus d'une personne était en charge du transport. Ou alors elle était déjà stockée dans l'une des infrastructures du Mossad à Téhéran. Donc vous avez besoin de la sortir, d'avoir accès à la chambre où il allait dormir, parce que l'idée n'était pas de tuer tous les autres invités qui étaient présents. La bombe devait le cibler lui, et dans ce but, vous avez également besoin d'utiliser un explosif très particulier, qui d'un côté va tuer la cible dans la chambre, mais de l'autre ne va pas causer de trop gros dommages dans le reste du bâtiment. Je suis sûr que les Iraniens sont maintenant dans une profonde contre-enquête après ce genre de coup. De l'assassinat d'Haniyeh à Téhéran, au cœur de l'administration du régime, ainsi que les autres attaques. Ils sont maintenant dans une phase d'enquête. Comment cet échec a pu arriver dans leur système? Il arrive dans ces batailles de cerveau
vous réussissez à faire des choses sans que l'adversaire, l'ennemi, découvre comment vous l'avez fait. Parfois, vous devez sacrifier une partie des outils et parfois, vous réussissez à rester clandestin, secret, sans que l'ennemi ne découvre vraiment comment vous l'avez fait. Je crois que pour l'instant, ils ne l'ont pas découvert. À ce jour, Israël n'a pas revendiqué cet assassinat, mais le commanditaire laisse peu de doute. Toutefois, le bénéfice de cette opération fait encore débat dans les cercles sécuritaires israéliens. La raison derrière l'assassinat d'Haniyeh était seulement la revanche. La décision était prise immédiatement après le début de la guerre, le 7 octobre. Et je pense que c'était la mauvaise décision. Parce qu'il a été tué dans cette maison d'hôtes qui appartenait aux gardiens de la Révolution, cela signifie qu'Israël avait une très bonne source, un très bon agent à l'intérieur des gardiens de la Révolution et à l'intérieur de la maison d'hôtes. Maintenant, cette maison d'hôtes était utilisée par les gardiens de la Révolution pour accueillir des terroristes du monde entier. Donc Israël, en tuant Haniyeh dans cette maison d'hôtes, a révélé, exposé et cramé ce trésor. Cette personne que nous avions dans la maison d'hôtes des gardiens de la Révolution. Est-ce que ça valait le coup de cramer cette source pour tuer Haniyeh? Je n'en suis pas sûr. Je crois que c'était une erreur. Faire la balance entre les risques et les bénéfices, puis dire oui ou non. En matière d'élimination ciblée, cette tâche incombe au Premier ministre de l'État d'Israël. C'est in fine lui qui donne son accord, et il faut parfois freiner les opportunités présentées par les services de renseignement. Il y a toujours une tentation, quand une élimination ciblée est un succès, de continuer avec une autre. Et parfois, vous perdez le juste équilibre, le sens des proportions. Donc je faisais très attention et je n'ai pas approuvé tout ce qui m'était présenté. Parfois, d'éliminer un tel ou un tel dans une grande variété d'endroits. C'est pour cela que ça ne doit pas dépendre uniquement du niveau opérationnel, des généraux, des commandants, des différentes unités militaires. Cela doit être approuvé, discuté par les plus hautes autorités qui ont une compréhension plus large de toutes les possibles ramifications d'une telle opération. Et les décisions politiques ont souvent des conséquences opérationnelles. L'une d'elles va accélérer la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran. En 2018, Donald Trump décide de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, comme le demandait le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Donald Trump a annoncé, vous le savez, hier soir, que les États-Unis allaient se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Ça signifie un retour des sanctions américaines contre Téhéran, une décision qui fait craindre une montée des tensions dans tout le Moyen-Orient. Dès lors, l'Iran, qui respectait l'accord, s'en affranchit et enrichit progressivement son uranium à 60%, très proche du seuil militaire. Quelques mois avant la guerre des 12 jours de 2025, Israël estime que Téhéran s'approche de la bombe. Il était temps d'intervenir. L'enrichissement nécessaire était pratiquement achevé. Nous avons perdu la bataille de l'enrichissement. Il possède 22 000 centrifugeuses et suffisamment de matière fissile enrichie à 20 et 60% pour produire 10 bombes. C'était la dernière occasion de les arrêter. On ne peut pas effacer le savoir-faire, ni faire disparaître l'uranium hautement enrichi. Si l'uranium est à 60%, 99% du travail nécessaire pour atteindre le niveau militaire, au-delà de 90%, est déjà accompli. Donc, avec un simple garage, à Téhéran ou ailleurs, à peine plus grand que cet appartement, et quelques dizaines de centrifugeuses avancées,
Et il y en a encore partout, disséminés dans le pays. Il est possible d'enrichir chaque semaine de l'uranium au niveau militaire. En 3 mois, on peut produire assez de matière pour 10 armes nucléaires. En 2010, Ehud Barak, alors ministre de la Défense, pousse déjà pour frapper le programme nucléaire iranien. Amos Yadlin se souvient des débats internes. En 2010, j'étais le chef du renseignement militaire. À ce moment-là, Netanyahou, en tant que Premier ministre, et Barak, ministre de la Défense, poussaient fortement l'armée à attaquer l'Iran. Au plus haut niveau, le chef d'état-major, le directeur du Mossad et moi-même n'étions pas convaincus que c'était ce qu'il fallait faire en 2010. Je leur ai donné une checklist. Je leur ai dit, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, c'est votre décision. Nous sommes là pour vous conseiller, mais vous devez répondre oui à 17 questions avant de lancer l'aviation. D'abord, est-ce que vous pensez que l'armée de l'air peut atteindre l'objectif? Parce que si c'est non, les 16 autres n'ont aucune importance. Est-ce que vous pensez que vous pouvez encaisser la riposte du Hezbollah? Est-ce que vous pensez qu'Israël peut survivre à une guerre avec l'Iran? Est-ce que vous pensez que les États-Unis vont nous soutenir? Est-ce que vous pensez qu'on peut éviter une guerre régionale, etc., etc. En juin 2025, à la plupart de ces questions, la réponse était oui. Est-ce que l'opération israélienne et américaine lancée en juin 2025 a atteint ses objectifs? Tous les sites nucléaires ont été ciblés, mais à quel point les frappes ont-elles entravé le programme nucléaire iranien? Je dirais que l'impact de l'attaque sur l'Iran est considérable. Maintenant, la question est de savoir combien de temps leur faudra-t-il pour reconstituer leurs capacités, retrouver leur stock d'uranium enrichi, qu'ils possèdent déjà suffisamment pour 4 ou 5 bombes au minimum. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Pour moi, cela pourrait prendre au moins 1 an, peut-être même plus. Le renseignement israélien, de toute façon, est organisé de manière à ce que si l'Iran essaye de reconstituer ses capacités, celles qui ont été démolies, pour revenir à la production d'uranium hautement enrichi, de missiles et de balistiques, Israël le détectera en avance. C'est ma conviction et mon espoir aussi. Et si cela se produit, il y aura alors une deuxième phase d'affrontement. La prochaine guerre entre Israël et l'Iran se profile. Le régime iranien a lié la question nucléaire à sa survie politique. Les scientifiques assassinés par Israël sont remplacés et les compétences se transmettent. On sous-estime le niveau d'éducation en Iran dans tous les domaines. En sciences, en physique, y compris en physique nucléaire. L'Iran est une véritable puissance scientifique. Quand le président Ahmadinejad était au pouvoir, je demandais souvent en Israël, à votre avis, quel métier fait l'épouse d'Ahmadinejad? On répondait, oh, probablement institutrice, c'est ce qui venait spontanément. En réalité, elle était docteur en physique. Il y a suffisamment de scientifiques en Iran. S'ils se dirigent vers la bombe, la vraie question sera, allons-nous attaquer à nouveau? À court terme, je pense que ce sera la décision prise. En tout cas, tant que Trump est à la Maison-Blanche et que l'Iran reste vulnérable. Parce que vous ne reconstruisez pas vos défenses aériennes en 1 mois ou 2. Israël ne peut pas se permettre de vivre dans une zone d'estimation, de probabilité. Le jour où l'Iran aura la bombe, nous devrons estimer s'ils vont l'utiliser ou non. C'est une situation qu'Israël veut absolument éviter. Désormais, aux yeux des Israéliens, un changement de régime en Iran semble être la seule manière de régler définitivement la question nucléaire. Le président américain Donald Trump semble partager cette analyse. Les moyens militaires exceptionnels déployés autour de l'Iran
en sont une démonstration.